Claude François. Ce nom résonne instantanément dans la tête de millions de Français. Même si tu n'as jamais chanté Alexandrie Alexandra sous la douche, ou que t'es 12 ans, tu sais qui il est. Parce que Claude, c'était pas un chanteur ordinaire. Ce mec, c'était un phénomène. Le Zinedine Zidane de la variété française, un showman unique, un perfectionniste obsédé par le moindre détail, et derrière le sourire sur scène se cache un côté sombre. Aujourd'hui, on va plonger dans sa vie. On va découvrir non seulement le chanteur qui a fait danser toute la France dans les années 60 et 70, mais aussi l'homme derrière la légende, le perfectionniste obsédé, le séducteur irrésistible, le père parfois absent, et l'homme tourmenté par ses propres démons. Et pour comprendre l'homme que deviendra Claude François, il faut revenir à ses racines. En Égypte, à Ismaïla, là où tout a commencé. Claude-Antoine Marie-François voit le jour le 1er février 1939 à Ismaïla, une ville portuaire sur le canal de Suez en Égypte. Sa famille est française, mais son enfance se déroule entre deux mondes. Le cadre strict de son père, Aimé François, qui était contrôleur au canal de Suez, et la douceur de sa mère, Lucia Mazzei, une Italienne passionnée de musique qui essaiera d'apporter un peu de chaleur dans leur foyer, qui était parfois froid et rigide. Le jeune Claude est d'emblée un enfant différent. Il est hyperactif, il est curieux, observateur. En gros, il tient absolument pas debout. Il est fasciné par la musique, chantant dès l'âge de 4 ans, imitant les airs de Charles Trenet ou de Maurice Chevalier. Mais plus encore, il invente déjà ses propres petites chorégraphies. Il avait déjà la danse dans le sang. Ses parents racontaient qu'il transformait le salon en scène, dirigeant sa famille comme s'il faisait partie de son spectacle personnel. Chaque mouvement, chaque sourire devait être parfaitement orchestré. C'était un signe précoce de ce perfectionnisme qui le marquera toute sa vie. L'Égypte de l'époque est un mélange étrange de modernité et de tension politique. Les Français expatriés vivent dans un monde semi-colonial où les inégalités et les changements sociaux sont constants. Claude grandit dans un environnement très bourgeois avec beaucoup de métissage, où discipline et rigueur sont valorisées, mais où le rêve et l'imagination deviennent un refuge. Il observe tout ce qui l'entoure, les marchés colorés, les bateaux dans le canal, les traditions locales et commence à développer cette capacité unique à transformer la réalité en spectacle. À 17 ans, la vie de Claude bascule. La crise du canal de Suez éclate en 1956 et la famille se fait expulser de l'Égypte à la suite de l'intervention franco-britannique visant à s'opposer à la nationalisation du canal de Suez, voulue par les nouveaux dirigeants égyptiens. La famille François est complètement ruinée et s'installe dans un petit appart délabré à Monaco, sans douche ni confort. Ils étaient tellement pauvres qu'ils devaient manger du pain rassis qu'ils achetaient dans la boulangerie du coin en disant que c'était pour leur chien. La famille François est juste dévastée. Son père, qui en Égypte avait un rôle de leader, est devenu en France un homme ordinaire, pas important, et cette différence de statut, ça lui retourne la tête. Il fait une énorme dépression, arrête de bosser et sombre dans l'alcool. À cause de ça, Claude, il est forcé de devenir l'homme de la maison. Il doit trouver un travail pour pouvoir nourrir les siens, sauf que, il est passionné par la musique, Claude. Il en a rien à foutre du travail. C'est à ce moment-là qu'il a une idée un peu folle. Devenir artiste. Car étant jeune, il faisait déjà de la musique en Égypte et tout le monde le trouvait déjà très très fort. C'est donc grâce à cette même musique qu'il commence à recevoir ses premières payes. Il est fier car il rapporte à manger à sa famille. Mais son père, lui, s'oppose catégoriquement à la passion de son fils. Pour lui, être un musicien n'est pas un métier, mais une honte. Une guerre éclate alors entre le père et le fils et Aimé François n'adressera plus jamais la parole à Claude et ça, jusqu'à sa mort. Nous sommes alors en octobre 1959. Claude est à ce moment-là percussionniste dans un orchestre à Monaco et il fait la rencontre d'une jeune danseuse britannique nommée Janet Wollacott. C'est l'amour fou et il décide alors très vite de se marier. 2 ans plus tard, ils décident d'aller à Paris tenter leur chance parce que Claude veut faire carrière dans la musique et Janet dans la danse. Sauf qu'en vrai, rien ne se passe vraiment comme prévu. La carrière de Claude a énormément de mal à décoller,
alors que la carrière de Jeannette décolle hyper vite avec un emploi au ballet de l'Olympia sous Gilbert Bécaud. Elle gagne très bien sa vie, alors que Claude, lui, il gagne presque rien. On peut réellement dire que Jeannette faisait en sorte que leur couple puisse vivre à elle toute seule. Cerise sur le gâteau, notre ami Gilbert Bécaud a très vite remarqué Jeannette. Un petit peu grâce à son talent, mais encore plus grâce à sa beauté. On peut dire que le père Gilbert, il avait la dalle, vraiment. Et malheureusement pour Claude, Jeannette et Gilbert tombent très vite amoureux et elle décide de quitter Claude qui était à ce moment-là à moins que rien par rapport à Gilbert. Après tout ce que Claude a déjà vécu, entre l'expulsion de l'Égypte, le reniement de son père et là la trahison de sa femme, Claude deviendra vraiment très revanchard sur la vie à ce moment-là. Il se dit prêt à tout faire pour réaliser son rêve. Toutes ces galères vont vraiment donner un électrochoc à Claude et c'est à partir de ce moment-là que Claude François va devenir Claude François. À l'automne 1962, Claude écoute la radio et il entend Girls, Girls, Girls Made to Love composé par Phil Everly, des Everly Brothers. Girls, girls, girls were made to love. Et en entendant cette mélodie, il a un éclair de génie et il écrit avec Vine Buggy les paroles d'une chanson qui fera de Claude François une méga star. Est-ce que vous devinez laquelle? Effectivement, c'est Belle, Belle, Belle. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Cette chanson est un tel banger qu'il devient chouchou de la semaine dans l'émission culte de l'époque, Salut les copains. Grâce à ça, son tube passera 2 fois par jour à la télé pendant toute une semaine. Mais il n'y a pas que les paroles ou la mélodie qui rendent cette chanson aussi folle, mais aussi son clip vidéo. Dans ce clip, Claude danse avec un pull rouge flashy dans un bois enneigé avec des danseuses en petite tenue. Un contraste fou qui va rendre cette chanson aussi légendaire. Claude passe en un rien de temps, d'un moins que rien, à un mec qui a vendu 2 millions de fois cette chanson. Mais pour durer dans le temps, Claude, il a une idée un peu ingénieuse. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'autre superstar de la musique française était Johnny Hallyday, sur qui j'ai fait une vidéo, et donc je vous invite à aller la voir après cette vidéo, bien sûr. Le problème avec Johnny, c'est que ses concerts finissaient souvent en bagarre générale, en méga chaos. Beaucoup de parents interdisaient alors à leurs enfants d'aller au concert de Johnny, donc Claude s'est dit qu'il allait devenir tout l'inverse de l'image du rocker bad boy de Johnny. Lui, il voulait être le gendre idéal, le chanteur souriant, sympa, où il n'y avait jamais de débordement. Et cette idée, elle a super bien marché. Les concerts de Claude François, ils étaient fun, ils étaient spectaculaires et toujours bonne ambiance. Et cerise sur le gâteau, en 67, il sort le tube Cette année-là, qui fait allusion au début du rock en France et de la différence entre les rockers bad boy et lui qui faisait des chansons simples et accessibles à tout public. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. En 63, il sort le tube Si j'avais un marteau, la version française de If I Had a Hammer, et elle devient en quelques jours numéro 1 des charts. Et pour bien continuer l'année, Claude François reçoit en octobre, quelques mois plus tard, ses 2 premiers disques d'or. Les 2 premiers d'une très longue liste. Si j'avais un marteau est un peu particulier. Quand on écoute les paroles, il dit qu'il construira un havre de paix pour y mettre son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Et c'est exactement ce qu'il fera quelques mois plus tard. Je bâtirai une ferme, une grange et une barrière, et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh. Début 64, il achète l'ancien moulin communal de Danemois dans l'Essonne, grâce au succès de ses premières chansons, pour y installer sa mère et sa sœur. Tout ce qu'il a perdu quelques années auparavant, Claude l'a reconstruit de ses mains et de sa sueur. Également en 64, Claude fera la connaissance d'une gamine de 17 ans, qui deviendra elle aussi une méga star quelques temps plus tard. Cette gamine, c'était ni plus ni moins que France Gall. Claude avait à ce moment-là 25 ans, ce qui démontre déjà légèrement le côté sombre du personnage qui était attiré par les belles filles beaucoup plus jeunes que lui. Début 65, France Gall participe à l'Eurovision où elle chantera la chanson légendaire Poupée de cire, poupée de sang, écrite et composée par Monsieur Serge Gainsbourg. Et elle gagnera ce même Eurovision. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire,
Avant d'aller rechanter sa chanson en tant que gagnante, car oui, la gagnante de l'Eurovision à l'époque devait rechanter sa chanson en tant que gagnant, la jeune France Gall, hyper heureuse, va directement choper un petit téléphone pour appeler Claude qui était chez lui parce qu'il s'était blessé suite à une chute pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et est-ce que Claude était contente pour son amoureuse? Absolument pas. Il a pété le seum et il lui a dit au téléphone, c'est bien. T'as gagné l'Eurovision, mais tu m'as perdu moi, et a raccroché. Ce qui montre le narcissisme de Claude François et son envie d'être le meilleur partout et de vouloir éteindre toute la concurrence. Ce jour-là, son amoureuse est devenue sa concurrente. Leur relation durera encore environ 2 ans avant que France Gall le quitte en 67, car elle en avait marre en fait de se faire rabaisser à longueur de temps par Claude. 1967, c'est également l'année qui va faire connaître Claude François à l'international grâce à la chanson « Comme d'habitude » qui est écrite par Gilles Thibault et Claude François lui-même. Cette chanson décrit l'histoire de sa relation avec France Gall. En chantant cette chanson, il montre que leur vie de couple était devenue fade, sans amour, sans passion. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Cette chanson sera reprise par Paul Anka en 68 et ensuite par le légendaire Frank Sinatra en 69 avec le tube planétaire My Way. And did it my way. I've loved. C'est vraiment ce jour-là que Claude François est devenu une superstar planétaire. Bref, revenons un an avant ce classique, nous sommes en 66 et Claude a une idée. Pour le moment, ses concerts sont faits seul, sans danseur ou danseuse, et il se dit pourquoi ne pas reproduire ce que j'ai fait pour Belle Belle Belle, et de rajouter des danseuses en petite tenue. De cette idée naissent les légendaires Claudettes. Ces danseuses, avec des corps parfaits, en petite tenue, lui tiendront compagnie jusqu'à la fin de sa carrière. Un autre côté sombre de Claude François était le fait qu'il était imbuvable avec ses équipes. Il insultait ses danseuses s'ils osaient faire un faux pas, un mauvais mouvement lors d'un concert, et elles savaient que ça n'allait pas être leur plus beau jour. Une de ces Claudettes, prénommée Katie, engagée en 76, était appelée la Bangala à longues jambes, ou encore, quand elle dansait un peu moins bien, Claude lui disait tranquillement « Si j'ai engagé une noire, ce n'est pas pour qu'elle soit raide comme une blanche. » Ce comportement toxique, Claude l'aura tout au long de sa carrière, non seulement avec son équipe, mais également avec ses conquêtes. Il voulait toujours être le meilleur, le plus beau et ne voulait pas que quelqu'un d'autre prenne de la lumière. Bref, revenons-en à notre histoire. Nous revoilà donc en 67. Après son tube, comme d'habitude, Claude François rencontre Isabelle Fauré qui était mannequin, grande blonde aux yeux bleus. De cette union naîtra Claude François Jr. le 8 juillet 68. Sa naissance sera révélée quelques mois plus tard au public pour préserver leur intimité. Puis leur deuxième enfant, Marc François, verra le jour le 15 novembre 69. Claude François dissimulera pendant 6 putains d'années l'existence de son second fils Marc, ne le révélant à la presse que le 23 juin 75. Selon lui, l'objectif était de le protéger des médias. Plusieurs témoignages avancent plutôt l'idée que Claude François a caché la naissance de ce second enfant pour protéger sa carrière et ne donnant pas à son public, notamment féminin, l'image d'un homme rangé. Claude François voulait conserver son image de séducteur et d'homme libre. Rendez-vous quand même compte que Claude a détruit 6 ans de la vie de son gamin pour son image. C'est une dinguerie. Même si beaucoup de fans avaient déjà une suspicion qu'il y avait un autre enfant, car quand les fans allaient au château où Claude habitait pour le photographier, ils voyaient souvent une petite silhouette aux vitres du moulin alors que tout le monde était dehors, ce qui était un peu bizarre. Marc était toujours mis de côté. Il était sans importance aux yeux de Claude. Donc le petit gars, il faisait des conneries comme chaque enfant de son âge. Car quand il faisait une connerie, il se faisait gronder par son père, et c'était le seul moment où Marc avait l'impression d'exister à ses yeux. Marc fera sa première apparition à la télévision en 77, dans l'émission de l'ami de Claude, Michel Drucker, où ses enfants, Claude et Marc, joueront un morceau de piano à deux, sous les yeux émerveillés de leur père. On peut dire qu'ils avaient la musique dans leur gènes. Bien sûr, cette apparition à la télé était calculée. À cette période-là, la vente de ces disques était en chute libre, et en montrant ses enfants à la France entière et donnant l'idée d'être ce papa modèle, changera le cours des choses. Le lendemain de cette première sortie avec les deux petits, il retourne tous les médias. Il est en tête d'affiche partout avec ses gosses, et ses ventes de disques remontent comme l'Everest. À ce moment-là de sa carrière, c'est un coup de génie, et il savait très bien
qu'il fallait faire des choses spéciales pour rester en pole position chez les médias et chez les fans. En 70, Claude et son producteur ont une nouvelle idée folle. Simuler un malaise lors d'un concert à Marseille pour refaire la une de tous les médias. Et lors de ce fameux concert, ils exécutent le plan. Claude s'écroule sur scène, il est transporté en avion et à son atterrissage, tous les médias français sont là pour voir comment va la star. Une fois arrivé à la clinique, Claude laisse rentrer les médias dans sa chambre d'hôpital pour leur expliquer son malaise, ce qui encore une fois est un coup de génie. Car encore, quelques heures plus tard, qui est en tête d'affiche de chaque média, effectivement, tous les médias parlent de Claude François. Et encore une fois, il y a une énorme boost sur la vente de ses disques. Après cette nouvelle pseudo-épreuve, Claude François part se reposer aux îles Canaries, mais à son retour le 17 mai, le karma le rattrape et il est victime d'un accident de voiture sur l'autoroute près d'Orange. Le nez fracturé, les pommettes éclatées, il doit subir une rhinoplastie. Claude François à 150 à l'heure, un pneu éclate, le drame. Moi j'étais en train d'écouter très très fort une cassette 8 pistes. Il y a 8 haut-parleurs tout autour, donc vraiment j'étais entouré par le son, j'adore ça. Je roule, je pense à autre chose comme ça, j'aime pas conduire, j'aime pas attendre des heures dans une voiture, d'aller d'une ville à l'autre. Quand la roue a explosé, l'arrière s'est présenté vers l'avant et la gauche de la voiture se soulevait pour culbuter, pour faire les tonneaux. J'ai réaccéléré d'un coup et j'ai donné un coup de volant sur la droite pour, avec la roue arrière gauche, essayer de rattraper, de la remettre dans le sens de la marche pour pas qu'elle parte avec l'élan dans le sens des tonneaux. Donc retrouver de face à l'autoroute, donc de nouveau, et là j'ai ralenti. Dès que c'est représenté de nouveau en tonneau, j'ai réaccéléré, ainsi de suite, jusqu'à peut-être 110 à l'heure. À peine remis de son opération, il décidera de repartir en tournée. 2 ans plus tard, il se séparera de la mère de ses enfants et rencontre Sofia Kiokonen, un mannequin finlandais de 19 ans avec qui il reste 4 ans. Sofia n'apprendra qu'après 3 ans de relation, l'existence de son fils Marc confiera Sofia bien après la mort de l'artiste. À partir de là, le côté sombre de Claude François fera de plus en plus surface. Le 4 avril 73, les journaux mentionnent l'inculpation de Claude François pour fraude fiscale. La Direction générale des impôts lui reproche d'avoir dissimulé pendant 3 ans ses bénéfices personnels ainsi que les profits de 2 sociétés de production et des ventes de disques dont les dirigeants sont sa sœur et son beau-frère, tous deux étant précédemment inculpés de complicité. Le 24 juin, il est condamné à 8 mois de prison avec sursis et 25 000 francs d'amende, ce qui est rien pour Claude. Il doit également s'acquitter d'un arriéré d'impôt d'un demi-million de francs, ça commence à être mieux. Également, lors de cette année, il fera une interview en Belgique où il avouera publiquement avoir eu des relations sexuelles avec des femmes mineures et aussi avec des femmes de plus de 18 ans, heureusement. Moi je sais que je corresponds à une catégorie de filles d'un certain âge, il se trouve que par bonheur, ça soit la même catégorie, des filles hyper tendues, passionnées, ça représente cette espèce de fougue, de folie qu'il y a entre 14 et 18 ans. Or moi, je suis, si tu veux, j'ai 14 à 18 ans depuis des années, parce que elle est comme ça, ma nature, je transpire facilement, je m'excite facilement, je m'énerve facilement, je me passionne facilement. Priska, une jeune femme devenue Claudette, qui était mineure lors des faits, expliquera lors d'une interview qu'elle avait été photographiée nue chez Claude pour son magazine de charme et qu'il avait un regard troublant, un regard qui en voulait plus. À la fin du shooting, il lui dira d'aller se rafraîchir dans la salle de bain, sauf que Priska, elle a eu un petit peu peur, car pour aller à la salle de bain, elle devait traverser la chambre de Claude, qui lui était sur son lit en train de la regarder avec un regard affamé, en lui demandant si elle voulait toujours être Claudette. Heureusement, ce jour-là, rien de plus ne s'est passé, mais c'était quand même un premier signal de ses démons pour les femmes. Cette attirance pour les femmes l'amènera à créer le 21 mai 74 la revue de charme absolue afin de concurrencer les titres comme Lui ou Playboy dans la catégorie presse de charme. Jusque-là, rien de spécifiquement grave, mais il photographie des femmes nues et parfois mineures, car il ne se cache pas. Il aime les femmes blondes. Quand on écoute la chanson Belinda et qu'on connaît son attirance pour les très jeunes femmes, cette chanson et son magazine prennent une toute autre tournure et là ça devient quand même hyper problématique. Elle est dans mon sommeil comme une fleur, un soleil sans soleil et sans chaleur. Le ministère de l'Intérieur a alors envisagé d'interdire le magazine et de mettre en place des procédures judiciaires. Claude comprend très vite que ça sent la merde et il fait appel à ses connexions et plus particulièrement à la femme du président Giscard d'Estaing. Vu qu'elle était énorme fan du chanteur, c'est elle-même qui, en personne, fera en sorte d'étouffer l'affaire. Et même le président va mettre son nez dans l'affaire
et faire en sorte que la réputation de Claude François reste intacte. En échange de ce petit service, le président demandera à Claude François d'animer le repas de Noël du 17 décembre à l'Élysée. On le verra en duo avec le président au piano, qui cela dit était vraiment éclaté au sol, et Claude qui chante des chansons de Noël. Une petite faveur en vaut bien une autre. Déjà au milieu des années 70, Claude François était un homme malheureux. Derrière les sourires, l'argent et le succès, il manque quelque chose dans sa vie. Il n'en parlera jamais de vive voix, mais il l'expliquera dans son tube Le Mal-Aimé en 74. Un tube avec une signification bien plus profonde et bien plus autobiographique qu'il paraissait. Car aujourd'hui je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Le 5 septembre 75, il est la victime collatérale d'un attentat à l'hôtel Hilton de Londres, revendiqué par l'IRA provisoire, et qui fera 2 morts et 63 blessés. Il doit la vie à une cliente qui, étant devant lui, le protège involontairement de la déflagration d'une première bombe cachée. Le seul dommage qu'il a sont les tympans crevés. Donc sorti pour laisser passer les gens pour entrer dans l'ascenseur qui descendait, on avançait contre l'espèce de canapé qu'il y avait. Il y avait une dame qui était debout. J'ai essayé de regarder le bouquet de fleurs, la dame était debout. C'est celle qui a été déchiquetée en deux par l'explosion et qui nous a sauvé la vie du fait même. Elle était contre la table, elle était contre la bombe, sans le savoir. On a été soulevé de terre, projeté contre l'arrière et on a reçu des kilos de choses partout. 3-4 secondes plus tard, et ça va quand même vite, j'étais donc sur le côté gauche, je me suis relevé, la deuxième explosion, car je reprécise qu'il y a eu 2 explosions. Suite à ce drame, Claude François voit là-dedans encore une fois une superbe opportunité pour une fois de plus faire un coup médiatique comme il en a l'habitude. Nous le verrons quelques jours plus tard à la une de tous les journaux chez le docteur qui le sculpte avec ses 2 enfants à côté de lui. En 76, Claude François sort un album intitulé Pour les enfants de 8 à 88 ans qui caricature ce que la presse pense de lui. La presse à l'époque n'était pas tendre avec lui. Il le trouvait minable avec des textes écrits pour des enfants et c'est ainsi que les chansons Cette année-là et La solitude sont sorties et sont, comme d'habitude, devenues des tubes incroyables. Ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là, quel choix d'être libre. Puis en septembre de cette même année, à l'occasion d'un cocktail organisé pour le lancement de parfums Eau Noire qu'il vient de créer, il arrive devant près de 400 personnes avec Kathleen Jones, sa nouvelle compagne, une américaine blonde mannequin rencontrée dans l'avion en juillet, au retour d'un voyage du chanteur aux États-Unis. Elle se rendait à Paris pour y faire des photos de mode, et elle n'est jamais repartie de Paris au final. 1 an plus tard, Clo-Clo fait fermer la bouche à tous les médias qu'il critique depuis tant d'années. En collaboration avec l'auteur Étienne Roda-Gil, qui était un auteur un peu intello, qui créait des textes vraiment profonds, tout l'inverse en fait de la musique de Claude, qui faisait des textes très simples, ils créent ensemble le mythique Magnolias Forever et Alexandrie Alexandra. 2 tubes incroyables qui vont retourner toute la planète, même aujourd'hui, près de 50 ans plus tard. Ces chansons restent dans l'esprit de chaque Français, qu'il soit jeune, vieux, homme, femme, c'est-à-dire comment ces 2 chansons étaient exceptionnelles. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles. Avec ces 2 chansons, Clo-Clo veut montrer au public et aux médias qu'il sait se renouveler et proposer quelque chose de neuf, quelque chose de frais. Un petit fun fact est que Claude François ne comprenait absolument rien de ce qu'il racontait lors d'Alexandrie Alexandra, tellement Roda-Gil écrivait des choses compliquées par rapport à ce qu'il avait l'habitude de chanter. Le 11 mars 78, la France s'arrête. Claude François est annoncé mort. Le pire, c'est qu'il est mort de la façon la plus bête possible. Il meurt électrocuté en essayant de remettre une ampoule en place alors qu'il était en train de prendre un bain. L'ampoule était légèrement de travers, ça a embêté Claude qui avait un sens du détail extrême. Il avait les pieds dans l'eau et son doigt touchait un fil en cuivre qui n'était pas couvert. Et là, c'est le drame. Malgré l'intervention de Kathleen, qui protégée par des semelles en bois arrache Claude François de l'applique, et malgré la ventilation assistée des pompiers et le massage cardiaque d'un médecin, son cœur, qui s'est remis à battre, s'arrête au bout de 2 petites minutes. Le pompier Major Bernard Jacquinot
annonce la nouvelle à Kathleen et à l'attaché de presse du chanteur. Claude François devait dans l'après-midi participer à l'enregistrement de l'émission Les Rendez-vous du Dimanche, présentée par son ami Michel Drucker. Oui, on attendait Claude à TV, puisque Claude devait être dans notre émission demain. Et tout son état-major était déjà là, et il avait fait téléphoner qu'il arrivait avec un peu de retard. Nous sommes un petit peu anéantis par tout ça, je crois qu'on n'a pas bien réalisé encore. À 16h, la radio et la télévision annoncent sa mort par un bulletin spécial. C'est Claude François qui est mort il y a quelques minutes, samedi après-midi donc, il y a quelques minutes dans son domicile parisien. Nous l'avons appris juste avant de descendre sur ce plateau, je suis encore un peu essoufflé. Absolument, il y a un peu plus d'un quart d'heure. Un peu plus d'un quart d'heure. Sa disparition tragique soulève une grande émotion à travers la France. Le journal Libération titre le surlendemain « Claude François a volté. Le chanteur préféré des moins de 10 ans s'est électrocuté dans une salle de bain. » Un dernier manque de respect de la presse envers la star. À la demande de ses proches, le chanteur est embaumé, à l'instar d'Elvis Presley, et vêtu d'un costume velours bleu nuit et d'une simple chemise blanche, avant d'être enterré au cimetière de Dannenois dans le caveau familial. En partant, Claude François laisse derrière lui ses enfants, Claude Junior, Marc, mais également Julie, née environ 10 mois avant le décès de la star, d'une union entre Claude et une jeune femme qui à l'époque avait entre 13 et 15 ans. Julie n'a jamais été reconnue, ni par Claude ni par cette fille. Elle a donc été placée au centre d'adoption et a été adoptée par une famille flamande à l'âge de 2 mois. C'est 40 ans après la mort de l'artiste que cette vérité éclatera au grand jour. La discographie de Claude François comporte un peu plus de 450 titres enregistrés entre 62 et 78, dont 185 titres adaptés de chansons étrangères. Une cinquantaine de titres sont restés à l'état de maquettes inédites. Sa discographie en langue étrangère comporte des titres en anglais, en italien, en espagnol et même en japonais. Selon ses enfants, il a vendu 61 millions de disques, 35 millions de son vivant et 26 millions depuis sa mort. Toutefois, d'après l'émission Ça s'en va et ça revient de France Culture, ces chiffres sont gonflés pour raisons marketing. Le chanteur aurait en réalité écoulé 20 millions de disques de son vivant et 6 millions depuis sa mort. Selon une estimation réalisée sur une période couvrant les ventes de 1955 à 2009, Claude François est le 5e plus gros vendeur de disques en France, derrière Johnny Hallyday, Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman et Sheila. Finalement, la vraie question est comment les gens se souviennent-ils de Claude François? Pour certaines personnes, Clo-Clo est une véritable légende, un monument de la variété française et un précurseur de la musique. Pour d'autres, il est une personne imbuvable, tyrannique, méchant et même un prédateur pour ses jeunes fans. Donc dis-moi, qu'est-ce que toi, qui as regardé cette vidéo, penses finalement de Claude François? Quoi qu'il en soit, quelque chose est sûr, c'est que l'homme et l'artiste étaient deux personnes bien différentes. Et en parlant de l'artiste, c'est peut-être l'un des plus grands artistes français de tous les temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Dites-moi également en commentaire quelle est votre chanson préférée de Clo-Clo. Merci pour les retours sur la vidéo de Johnny Hallyday. Vous me donnez toujours plus envie de continuer. C'était votre Gallo Guillaume. Peace.